Cube Radio. Je suis Isabelle Marjorie Tremblay. Vous écoutez le balado Le Clan du Bois, le crime dans le sang. Épisode 6, une criminalité qui paye. Dans l'épisode précédent, on a vu que la commission d'enquête sur le crime organisé, la CECO, et les enquêtes policières avec des criminels devenus délateurs, eh bien tout ça, ça a mené à la condamnation de plusieurs membres du groupe. Les rôles d'Adrien, de Jean-Guy, de Raymond et de Claude Dubois qui formaient le quatuor, le noyau dur du clan, et la place des autres frères, René, Maurice, Roland, Normand et Jean-Paul, ont été mis à jour et révélés au grand public. Très jeunes, ils se sont engagés dans la criminalité. En gros, ils voulaient s'en sortir. Ils voulaient une autre vie. C'est vrai qu'ils n'ont pas tous commis le même genre de crime. Mais on sait que certains ont posé des gestes d'une gravité extrême. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les frères Dubois étaient d'habiles criminels. Leur clan était structuré. Ils dirigeaient leur organisation comme une petite armée. Mais leur audace infatigable, leur soif du pouvoir et l'appât du gain sans limite est aussi ce qui les a conduits à leur perte, comme nous l'explique Charles-André Marchand. Criminel et rockstar, c'est très incompatible. On revient encore une fois à la question de statut, de vedettariat, de griserie du pouvoir, de griserie avoir un contrôle sur les autres. Mais ça, puis généralement, les gens qui n'ont jamais eu un sou, puis qui commencent à faire fortune, combien de fois qu'ils se font prendre parce qu'ils ont acheté une voiture de luxe? Al Capone s'est fait prendre par qui? Par le fisc. Alors, je dirais que oui, ceux qui n'ont pas été capables de gérer tout ça, et puis qui sont devenus des vedettes dans leur quartier, puis qui pensent maintenant qu'ils peuvent prendre le contrôle de plus grands, mais à un moment donné, la bouchée est trop grosse. Et puis ça, l'histoire, puis pas juste l'histoire du crime organisé, mais même l'histoire des conquérants nous le révèle, puis on peut remonter à très loin. À un moment donné, c'est la guerre de trop. L'ancien journaliste et auteur de plusieurs livres sur le crime organisé, André Cédillo, rappelle que ces criminels consommaient beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, et qui menaient des vies vraiment intenses sans penser au lendemain. Tu sais, c'était une époque, là, c'était le party. Il était sur le party, tu sais. Il était sur la coke, il avait de l'argent dans le poche, il fripait ça. C'était pas des bandits, qui voyaient à long terme, tu comprends? C'était la vie, on la vit là, dans le moment, jour après jour, puis avec les poches pleines d'argent, puis quand on n'a plus, on va en faire d'autres. C'était un peu ça qui était... La majorité des gars de l'époque de Donald Lavoie étaient comme ça, il y en avait beaucoup, là. Le tueur à gages Donald Lavoie, en entrevue avec Alain Stanquet, décrit bien cette vie de débauche. Tu gagnais beaucoup d'argent quand même. Oui, j'en ai gagné beaucoup dans ce milieu-là, avec Claude Dubois. J'en ai dépensé beaucoup. T'avais combien d'argent en poche? C'était jamais pareil. Des fois, j'avais 5 000, d'autres fois, j'en avais moins. Des fois, c'était plus aussi. Tu connaissais la valeur de l'argent? Ben, pour vous dire franchement, je pense pas que de jamais l'avoir connu, la valeur de l'argent. Il va falloir qu'un jour que je m'y mette. À ce moment-là, la seule façon pour moi de compter mon argent, c'était de mettre la main sur mes pantalons pour regarder la bosse qu'il y avait. La bosse, ça abaissait. Quand ça abaissait, ben là, c'était le moment d'aller en chercher d'autres. Tu dépensais sur quoi, alors? Je dépensais sur tout. Moi, je passais tout mon temps dans les clubs de nuit, avec tout le monde. On payait la traite, puis c'était la cocaïne que je passais, puis, la boisson, puis les femmes, ainsi de suite, les beaux appartements, belles voitures. Il restait rien de tout ça? Il reste rien. C'est comme s'ils étaient sur un high tout le temps, à se cacher de tout, à se mettre au défi, à prendre des risques sans arrêt, à célébrer goulûment leurs gains. Mais avec les policiers qui tournaient autour de plus en plus et les arrestations qui se multipliaient, ça devenait sûrement plus dur de continuer. Et la machine a commencé à s'épuiser.
Mais ils ont tous compris à un moment donné là, que quand ça tombait comme des mouches là, dans le milieu, puis après ça, la SECO, la police qui étalonne, puis tout ça, ben là, ils ont compris. Là. Il n'y a pas juste la famille Dubois qui a compris. Il y a plein d'autres criminels qui se sont fait beaucoup plus discrets. Et pour être plus discret, justement, il y a certains membres du clan Dubois qui quittent Montréal après avoir retrouvé leur liberté dans les années 90. Mais, comme l'explique André Cédillo, les policiers et la justice n'ont pas vraiment réussi à attraper les criminels jusque dans leur portefeuille. Quand tu les talonnes, il faut aussi que tu les assèches financièrement. Parce que si tu réussis pas à vider leurs poches, quand même qu'ils vont en prison, ils ressortent, ils ont encore plein de frais, ils ont autant le pouvoir dans le milieu encore qu'ils avaient quasiment avant de partir. Tu comprends? Fait que ça, c'est la clé aussi, c'est de les dépouiller de leurs avoirs légitimes, de leur maison. Mais ça, on n'est pas capable de faire ça, mais tu devrais avoir devant les tribunaux pour faire la démonstration que les biens qu'ils possèdent viennent de la criminalité. C'est incroyable le fardeau de preuve qu'il y a. Tu sais, disons, l'immensité de la preuve. C'est ça qui fait qu'ils ont créé leur empire, eux autres. Parce qu'on n'a pas été capable on les a affaiblis sur le plan criminel, mais pas sur le plan financier. Si tu touches pas à l'argent, c'est un éternel recommencement. Et c'est pour ça que moi, pendant 35 ans que j'ai travaillé à la presse, j'ai écrit à peu près toujours sur les mêmes criminels. Arrêtés, procès, condamnés, font le temps, ils ressortent, ils recommencent, font arrêter, ils retournent en dedans, ils ressortent. En fin de compte, un criminel avec de l'ambition, c'est difficile à arrêter. Mais un criminel avec de l'ambition et de l'argent, sa criminalité prend juste une autre forme. Et selon André Cédillo, la fortune amassée pendant l'âge d'or des Dubois permet à plusieurs de ses membres de poursuivre leurs activités, en investissant cette fois dans des opérations menées par d'autres criminels. En gros, ils se seraient mis à financer le crime au lieu d'avoir les deux mains dedans. Les Dubois étaient déjà riches, mais là, aujourd'hui, ils sont ultra riches. Ils finançaient. Ils allaient chercher les profits. Comme Adrien Dubois, lui, il finançait localement dans les Laurentides et ailleurs, je présume, mais surtout dans son fief des Laurentides. On dit aussi qu'après l'emprisonnement de Claude Dubois, ce serait lui, Adrien Dubois, qui tenait les cordons de la bourse. C'était lui qui serait devenu responsable des finances. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il appelait Adrien le portefeuille dans le milieu interlope, là. Parce qu'il avait beaucoup d'argent, puis il investissait partout, puis tout le monde disait, va voir le portefeuille. T'as besoin d'argent, va voir le portefeuille. C'était son nickname dans le milieu interlope, Adrien, à la fin. Parce qu'il y avait de l'argent, il y avait beaucoup d'argent. Jean-Pierre Charbonneau, pour sa part, se souvient qu'Adrien était même devenu un personnage influent, notamment dans les Laurentides, après toute la vague de procès qui avait frappé le clan. Il y en a un qui a poursuivi, après avoir fait de la prison, c'est Adrien Dubois. C'était un peu plus jeune que d'autres et qui s'est installé dans les Laurentides, puis qui est devenu une espèce de personnage silencieux, mais influent dans le monde interlope. C'est-à-dire que je pense qu'on allait non seulement chercher des conseils, mais probablement que parfois il pouvait prêter de l'argent, être un financier, se contenter d'être un financier de certaines opérations qui pouvaient être à risque zéro à peu près. C'est parfois difficile de départager le vrai du faux dans l'histoire du clan Dubois et surtout sur ce qui s'est passé après sa chute. C'est une histoire qui s'est enrichie au fil du temps de nombreuses rumeurs qui sont presque devenues des sortes de légendes autour de certains membres du clan. Dans le cas d'Adrien Dubois, les experts ne s'entendent pas tous. Certains le décrivent comme un acteur majeur du trafic de drogue après les procès et les condamnations, tandis que d'autres disent au contraire qu'il se serait rangé et aurait quitté l'univers du crime. C'est le cas de Félix Séguin. Adrien Dubois, lui, est probablement celui qui a pris la décision la plus lucide à cette époque-là. Il a décidé de cesser en principe, ses activités criminelles et de quitter la ville et de déménager à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. Et c'est là qu'il est mort, d'ailleurs, il y a quelques années, des suites d'une maladie, un cancer aussi. Difficile d'entrevoir la vérité au milieu de toutes ces légendes créées autour du clan Dubois. Adrien a-t-il réellement quitté l'univers criminel et renoncé aux juteux bénéfices du trafic de drogue?
En 1976, le rapport de la SECO consacrait plusieurs pages aux activités du trafic de drogue par le clan Dubois, et en particulier d'Adrien. Je vous en lis un extrait. Adrien Dubois est généralement considéré comme l'homme fort de la drogue dans l'ouest de Montréal. Il est aussi très actif dans le centre-ville avec son frère Claude, à qui il est étroitement associé en ce qui concerne le trafic de la drogue. Adrien Dubois a joué un rôle clé dans l'approvisionnement d'un important réseau de marijuana, hashish, amphétamine et cocaïne de la région de Hull. Se faire voler. Y a-t-il quelque chose de plus frustrant, de plus décontenançant? Et imaginez se faire voler par un ami très proche. Ou encore 5 millions d'abeilles quand tu es un apiculteur, ou une ambulance par une patiente que tu transportes à l'hôpital. C'est le genre d'histoire que j'ai recueilli auprès de victimes qui nous racontent avec émotion le vol qu'ils ont vécu. Je m'appelle Marc-André Carignan et je vous invite à écouter ma série Balado Au voleur, une production Cube Radio disponible sur cube.ca et sur l'application Cube. Le Balado Au voleur a été en nomination dans 3 catégories aux Canadian Podcast Awards en 2022. Choix du public, meilleur graphisme et meilleure série documentaire. Quoi qu'il en soit, on peut supposer que ceux qui ont survécu et ceux qui sont sortis de prison auraient ensuite vécu aisément, loin des projecteurs, loin des coups de fusil, loin de la pauvreté dans laquelle ils ont grandi. André Cédillo et Charles-André Marchand le disent tous les deux. Les criminels les plus redoutables ne sont pas ceux qui font le plus de bruit, mais ceux qui ont le plus de ressources financières. On n'est pas au bout de nos surprises avec les Dubois. Les autres, ils se tiennent loin, là. Le secret là-dedans, c'est de t'éloigner de la rue. De pas mettre les mains. Faut pas que tu te mettes les mains dans la pâte, dans la poutine. Faut que tu tiennes loin. Puis ça, tu peux faire ça quand t'as bien de l'argent puis t'as fait tes classes. À part de ça, t'es toujours obligé de prendre des risques. Tu sais, eux autres, aujourd'hui, dans la famille, sont mettent surtout à gérer les entreprises légitimes de la famille Dubois. Que la famille Dubois a créé au fil des années. Il y en a beaucoup. Ça marque pas vraiment la fin des Dubois parce que ils ont continué à opérer de façon plus discrète. De la même façon que Printemps 2001 n'a pas éradiqué les Hells Angels. Ils ont juste changé certaines façons de faire, le modus operandi, se faire un petit peu moins visible, mais continuer à brasser des affaires à leur façon. Et un policier m'a déjà dit que les meilleurs criminels, ce sont ceux qui habitent à Westmount, dont on n'a jamais entendu parler et on ne sait même pas qu'ils existent. En écoutant André Cédillo et Charles-André Marchand, qui ont longtemps étudié les Dubois à leur apogée, mais aussi bien après le déclin du clan, on réalise à quel point un groupe de crime organisé, c'est exactement comme une entreprise, avec des patrons, des employés, des salaires, des ententes. Certains sont jamais allés à l'école, mais il semble qu'ils auraient réussi à devenir des hommes d'affaires redoutables, qui ont parfois un pied dans l'entrepreneuriat légal et l'autre dans les activités illicites. Le modèle d'affaires des Italiens était très clair. Les ordres venaient d'en haut, puis c'était pyramidal. Comme le président de la Banque nationale va déterminer les orientations de la compagnie. Ça part d'en haut, puis en bas, si t'es juste commis, t'as pas grand-chose à faire sauf de suivre les règlements. Sinon, t'es droit. C'est pareil dans le crime organisé. Comme je dis, les méthodes, il y en a qui jouaient du gun, mais il y en a d'autres, c'était des hommes d'affaires. Je me souviens d'un des Rockers, qui, même dans l'écoute électronique, vous savez que lui, on lui donne pas de gun, il avait 8 enfants. Lui, là, s'il avait été au HEC, il aurait été président d'une entreprise ou été dealer automobile, il aurait été très riche. Son thinking, sa façon de procéder, c'était celle d'un homme d'affaires. Lui, il regardait les profits puis les pertes. Puis il regardait comment équilibrer le tout. C'est pas différent de quelqu'un qui a une entreprise privée, quelqu'un qui est en affaires. C'est le même affaire. Puis c'était des rencontres d'affaires. Puis de voir, combien on a fait ce mois-ci? C'est quoi nos profits? Le prix, là, on a négocié avec les Italiens, c'est quoi le prix du kilo? C'était une marchandise, comme dire, là, on achète du bœuf pour faire des hamburgers. On a une entente avec un grossiste, on a une entente avec un producteur. C'était pareil. Donc, le crime dans les hautes sphères des organisations criminelles, ça ressemble à ça. C'est peut-être vers ce genre de criminalité de type businessman que certains des frères Dubois se seraient livrés par la suite.
Vers la fin des années 90, les membres fondateurs du groupe commencent à être âgés. Mais la deuxième génération des Dubois se fait remarquer. Alain Dubois, le fils de Jean-Guy Dubois, est alors mêlé aux opérations policières contre les réseaux de motards. Alain Dubois est affilié aux Hells Angels, qui, à l'époque, commencent à recruter dans tous les groupes criminels indépendants. Alain Dubois, il n'a jamais eu besoin de faire ses classes, lui, dans les Hells Angels. Il est rentré directement dans les Rockers sans passer par les autres étapes parce que, il y avait son réseau de trafic de drogue déjà implanté, très florissant, si on peut dire, et l'influence des frères Dubois. À Montréal et ailleurs, la criminalité évolue. La mafia et les gangs de motards tiennent la rue. Les Hells Angels sont devenus l'une des gangs dominantes, l'entreprise qui fédère les gens autour d'elle et écrase les petites business. Je vous parlais d'Alain Dubois, qui était un petit peu plus jeune que moi, qui finalement s'est joint aux Rockers parce que dans la folie de Mom Boucher, on décidait que là, les petites succursales de quartier, c'est Walmart qui passe. Vous allez tous maintenant faire partie de l'organisation des Hells Angels, comme quand Walmart débarque dans un village. Pourquoi généralement Walmart va s'installer dans des régions plus éloignées? Parce que la compétition est moins féroce. Mais les Hells Angels, eux, c'était le même modus operandi. La seule différence, c'est que pour eux, un corporate kill, c'est littéral. Mom Boucher, sa vision des Hells Angels, c'était on contrôle le trafic de stupéfiants partout au Québec. Alors, c'est toujours la même situation. Dans le cas des Dubois, ils étaient affaiblis. Il y avait beaucoup des membres clés qui étaient en prison. Alors, Alain a décidé de porter la veste des Rockers, continuer à faire le commerce dans Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, d'avoir son petit club de danseuses sur le boulevard des Sources à Pointe-Claire et se mêler de ses affaires. C'était tranquillou, jusqu'à temps qu'arrive printemps 2001. De son côté, le clan est complètement éclaté. Difficile de cerner une réelle structure à l'organisation. Certains membres du clan sont actifs indépendamment, comme électrons libres, disons, et d'autres, comme Alain Dubois, sont dans les Hells. C'est là qu'on réalise vraiment que la force du clan, c'était la famille, mais c'était aussi sa faiblesse. On est loin de la gloire des années 70 où le nom Dubois était synonyme de pouvoir à Montréal. Jean-Pierre Charbonneau nous explique que lorsqu'une organisation a une structure bien établie, le pouvoir peut se pérenniser et se transmettre d'une génération à l'autre, ce qui n'est plus le cas du clan Dubois. Qu'est-ce qui reste? Difficile à dire, il faudrait qu'on se mette à la chasse, mais c'est clair que l'empire des Dubois, c'est terminé. Là, c'est exactement la démonstration de la différence entre une organisation criminelle puissante comme celle des Dubois puis une organisation comme la Cosa Nostra, la Nangreta ou le Camorra ou d'autres organisations de type mafieuse là, qui ont une structure permanente. Les Dubois, ça a duré et ça a été très puissant tant que les frères étaient en activité, qui n'étaient pas incarcérés, puis que leurs affaires étaient d'une certaine façon sous le contrôle de leur présence. Mais quand ils sont partis et qu'ils ont été arrêtés, incarcérés, les postes qu'ils occupaient de commandement, qui c'est qui les occuperait après? Personne, parce qu'ils n'avaient pas préparé. Il faut se rappeler qu'à l'origine, le clan Dubois, c'était tout simplement des bums de Saint-Henri, qui n'ont pas nécessairement réfléchi à institutionnaliser leur criminalité. Tout ça s'est fait de façon organique. Et il n'y avait pas nécessairement un plan d'affaires pour le futur. Leur objectif, eux autres, c'était pas de préparer la relève avant 100 ans. Leur objectif, c'était de profiter du moment présent, de leur puissance, de leur richesse, et le plus qu'ils pouvaient, le plus longtemps qu'ils pouvaient, en n'étant pas intéressés du tout, d'une certaine façon, à mettre sur pied une organisation permanente. Et c'est ça la différence. Tu peux avoir des gangs importants qui durent longtemps, mais ce qui, par exemple, caractérise les motards criminalisés et la mafia par rapport aux Dubois, c'est que ces organisations-là sont des organisations permanentes. Ils ont des structures, ils ont une hiérarchie, ils ont des postes. Il n'existe pas de date précise pour marquer la fin du clan Dubois. À titre de comparaison, c'est différent de la chute d'un autre groupe criminel montréalais, le clan Provençal, qui a totalement disparu après que l'un des frères eût été tué en pleine rue d'une rafale de mitraillettes. Ça fait plus de 20 ans que le clan Dubois ne fait plus la une des médias et qu'ils sont plus sous le radar des policiers. On a l'impression qu'ils se sont fondus quelque part et en menant, somme toute, une belle vie assez luxueuse. Félix Séguin croit que la mort du clan s'est faite
Aussi paradoxal que ça puisse sembler, doucement. Beaucoup des membres du gang ont commencé à se sentir moins appuyés. Et tranquillement, ce clan-là va s'effacer parce que certains vont mourir, du cancer entre autres, et certains vont décider de déménager. Donc, on a vu fuir un peu tous les membres du clan, puis quand on n'a pas de présence physique sur un territoire, ben le contrôle s'estompe en même temps. Alors, c'est un peu ce qui est arrivé, au fond. Leur fin c'est fait tout doucement. Félix Séguin observe les phénomènes criminels depuis des dizaines d'années. Et pour lui, la criminalité familiale à la Dubois est une période révolue. Est-ce qu'il pourrait y exister encore un clan Dubois au Québec aujourd'hui? La réponse, c'est facilement non. En regard à notre situation présentement, politique et policière, et etc. Parce que le crime organisé se nourrit de trop de factions différentes et puis est trop embrigadé, amalgamé les uns dans les autres. Les groupes criminels travaillent trop ensemble pour que un clan seulement mange toute la tarte. La tarte est bien divisée, tout le monde veut sa partie, puis c'est comme ça. Un des personnages marquants dans toute cette histoire, c'est le tueur à gages Donald Lavoie, qui a contribué autant à l'expansion du clan qu'à sa chute. Écoutons un dernier extrait de cette entrevue qu'a menée Alain Stanquet avec Donald Lavoie, qui semble prendre du recul et qui réfléchit sur les nombreux meurtres qu'il a commis. Je dirais que toutes les morts sont inutiles. Parce que je prends un par un, là, puis je me demande tout, pourquoi un tel s'est fait tuer. Puis là, je pense que ça, c'est toutes des conneries, en fait. Excepté que c'est des histoires qui ont été bien montées par Claude Dubois, et de fil en aiguille, là, c'était pas plus que ça. Je dirais que c'est tous des morts inutiles. Aujourd'hui, on peut présumer que plusieurs des enfants et petits-enfants des Dubois mènent une vie normale, loin de la violence, des meurtres, hors de la criminalité, comme le raconte Charles-André Marchand. Moi, je dirais que la plus belle histoire qui en découle, c'est la volonté d'Alain de sortir son fils de ce milieu-là, de lui donner une éducation, de l'envoyer au cégep, de l'envoyer à l'université. Moi, je pense qu'il y a une histoire de rédemption et d'espoir, que c'est possible de s'extirper d'un milieu qui semblait totalement clos, totalement glauque, totalement vicié, et de pouvoir, sans renier ses origines, sans renier ses oncles, puis son grand-père, puis son père qui est mort trop jeune, d'être capable faire la distinction entre le professionnel puis le personnel. Quand je regarde ce que le fils d'Alain a accompli, ben je me dis qu'il y a un message d'espoir. Puis c'était les volontés d'Alain avant de mourir. Je n'ai plus jamais entendu parler du clan Dubois. Après le décès d'Alain, est-ce qu'il y a encore des héritiers du clan qui sévissent encore de façon très locale dans Saint-Henri? Peut-être. En tout cas, si c'est le cas, ils sont très discrets, parce que je ne me souviens pas d'avoir vu le nom Dubois défrayer la manchette après les méga-procès des Hells. De leur petite criminalité de quartier dans Saint-Henri, alors qu'ils volaient dans les épiceries, jusqu'au contrôle de puissants réseaux de trafic de drogue, on a l'impression qu'ils ont tout fait. Main mise sur les commerces, guerre de clans, raquettes, trafic de drogue, meurtres sordides, recrutement de centaines de membres. Leur parcours est unique et fascine toujours autant. Une chose est certaine, les frères Dubois ont marqué non seulement le monde criminel québécois, mais aussi le Québec tout entier. À notre connaissance, et selon les experts qui ont participé au balado, jamais un clan criminel familial n'a eu une telle place dans le monde du crime au Québec. Le clan Dubois a frappé l'imaginaire et l'adage « l'union fait la force » prend ici tout son sens. Les douleurs et les dommages ont été nombreux et leur règne a été exceptionnel. Ce balado est une production exécutive de GoScript Media pour Cube Radio. Producteur au contenu, Stéphane Berthommet. La réalisation est de Victor Galarreta et le mixage de Philippe Séguin.
La recherche a été menée par Jessica Louisé. La musique est tirée du registre de BAM Musique et de la création originale du groupe musical Scuse. Roger Quentin signe la scénarisation. Je suis Isabelle Marjorie Tremblay. J'ai écrit la narration et j'anime ce balado. Au nom de toute notre équipe, merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de cette série. N'hésitez surtout pas à partager et au plaisir de vous retrouver sous peu. Salut!